Au Soudan, les manifestants sont toujours déterminés. Ils ont sacrifié à la prière du vendredi devant le QG de l'armée et ont poursuivi leur sit-in pour réclamer le transfert du pouvoir par l'armée à l'administration civile. Plusieurs milliers de Libyens, dont certains arborant un gilet jaune, ont de nouveau manifesté ce vendredi à Tripoli. Objectif, dénoncer l'offensive militaire du maréchal Haftar et de la France. Au Mozambique, le passage jeudi du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du pays a fait au moins un mort et provoqué d'importants dégâts. Mais il s'est avéré moins violent qu'Idai qui avait frappé le pays récemment. Conclu après des mois de négociations, un nouvel accord social a été signé entre le gouvernement marocain, le patronat et les principaux syndicats du Maroc, à l'exception du CDT. Cet accord prévoit une augmentation mensuelle sur 3 ans de 400 à 500 dirhams, soit 37 ou 46 euros pour les fonctionnaires à partir du mois de mai 2019. Toujours selon les termes de ce nouvel accord, le salaire minimum sera augmenté de 10% sur 2 ans à partir de juillet 2019. Les allocations familiales seront également augmentées grâce au nouvel accord qui vise à améliorer le pouvoir d'achat et le climat social tout en renforçant l'économie nationale au Maroc. Les nouvelles mesures interviennent dans un contexte où, en juillet 2018, le roi Mohamed VI avait exhorté le gouvernement marocain à maintenir le dialogue avec les syndicats afin d'aboutir à un pacte social capable de rehausser la compétitivité de l'entreprise et de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Après des mois de blocage, la gestion du dossier avait finalement été confiée en début d'année au ministère de l'Intérieur qui a piloté les derniers rounds de négociations. Pour rappel, le salaire minimum avait déjà été augmenté de 10% en 2014 au Maroc. 3 ans plus tôt, alors que le pays était le théâtre de manifestations pro-démocratie dans le contexte des printemps arabes, une augmentation de 600 dirhams nets des salaires des fonctionnaires avait été décidée par l'exécutif. L'an dernier, une mystérieuse campagne de boycott lancée anonymement sur les réseaux sociaux et visant 3 grandes marques avait relancé le débat sur le pouvoir d'achat des Marocains, considéré comme faible par la Banque mondiale. Des rassemblements similaires reprenant le vêtement devenu le symbole d'une contestation lancée en France depuis mi-novembre contre le gouvernement et le président français Emmanuel Macron. C'était déjà tenu mardi et vendredi dernier sur l'emblématique place des Martyrs de la capitale libyenne. Munis de drapeaux libyens rouge, noir, vert et scandant Libye, Libye, les partisans des forces loyales au gouvernement d'union nationale GNA, reconnus par la communauté internationale, ont crié leur opposition au maréchal Haftar qui a lancé le 14 avril une offensive sur Tripoli. Je dis à M. Macron de ne pas toucher à la Libye et je demande à nos amis de France qui aiment la liberté de nous aider. Macron soutient les milices, les militaires, il soutient Haftar. Nos enfants meurent tous les jours. Il y a des enfants qui meurent. Nous sommes les fils de Tripoli et eux, ce sont les enfants de la Libye. Ils sont venus de toutes les villes pour envoyer un message et pour dire non au régime militaire, non à l'attaque d'Haftar. Nous avons mené une révolution le 17 février pour obtenir un gouvernement civil. Les troupes de Haftar affrontent les forces pro-GNA au sud de la ville et les combats ont fait au moins 278 tués, 1332 blessés et 38 900 déplacés selon l'ONU. Les partisans de GNA accusent le maréchal Haftar de vouloir instaurer une dictature militaire. Les manifestants accusent la France de cautionner au moins tacitement l'offensive du maréchal Haftar, ce que Paris demande. Pour rappel, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi.
Les manifestants soudanais refusent toujours de se retirer avant la satisfaction de leur demande d'un gouvernement civil. Vendredi, ils étaient encore des milliers à accomplir la prière hebdomadaire musulmane devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils ont ensuite poursuivi leur sit-in pour réclamer le transfert du pouvoir par l'armée à une administration civile. Les manifestants sont rassemblés jour et nuit devant le quartier général de l'armée depuis le 6 avril dans le prolongement d'un mouvement de protestation déclenché au départ pour dénoncer le triplement du prix du pain dans le pays. Sous la pression de la rue, le président Omar El-Béchir a été destitué le 11 avril par l'armée après près de 30 ans au pouvoir et un conseil militaire de transition a pris le pouvoir pour 2 ans. Jeudi, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés, toujours devant le QG de l'armée, pour la marche du million à l'appel des leaders de la contestation. Dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, le conseil militaire a jusqu'à présent résisté aux appels à céder le pouvoir, y compris ceux de la communauté internationale. 3 des 10 membres du conseil militaire ont toutefois démissionné mercredi sous la pression de la rue. Le conseil militaire a eu cette semaine des discussions avec les leaders de la contestation qui ont parlé d'une étape vers un renforcement de la confiance. Dans une rare intervention devant les députés à l'occasion du 59e anniversaire d'accession à l'indépendance du Togo, le président Faure Gnassingbé a félicité ce vendredi les forces de sécurité pour avoir démantelé des cellules terroristes dans le pays. Avec maîtrise et professionnalisme, elles ont mené avec succès au cours des derniers mois plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes sur notre territoire. Le contexte sécuritaire régional est marqué par une dégradation notable sur fond de regain des attaques terroristes, a indiqué le chef de l'État dans son deuxième message sur l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Des services de renseignement européens ont confirmé ces derniers jours l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo. Ces 3 dernières années, l'instabilité s'est rapidement étendue à travers l'Afrique de l'Ouest. Héritant du chaos qui règne depuis 2012 au Mali, où prolifèrent les groupes liés à Al-Qaïda et l'État islamique, le Burkina Faso, pays frontalier au nord du Togo, est confronté à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Pour mieux lutter contre cette nouvelle menace qui risque de s'étendre dans les pays côtiers du Togo et du Bénin, le président togolais a promis une nouvelle loi sur la sécurité intérieure. Ancien bastion du parti au pouvoir et de la famille Gnassingbé, à la tête du Togo depuis plus de 50 ans, le nord du Togo est également ébranlé par une grave crise politique qui a fait une vingtaine de morts depuis août 2017. À l'invitation du bloc régional est-africain IGAD, qui supervise les efforts de paix au Soudan du Sud, le mouvement rebelle de Riek Machar participera à la réunion prévue les 2 et 3 mai prochains à Addis Abeba pour discuter de la mise en application de l'accord de paix qui accuse de multiples retards. Nous avons reçu l'invitation et notre équipe prendra part à cette rencontre. En fait, nous appelions depuis longtemps à cette rencontre. Nous voulions que cette rencontre ait lieu pour que nous puissions faire le point sur ce qui a été fait et ne l'a pas été, et sur la meilleure manière d'avancer, a déclaré depuis Kampala Manasseh Sindo au cadre du mouvement populaire de libération du Soudan. Il affirme également que Riek Machar, qui réside actuellement à Khartoum, devrait se rendre à Addis Abeba. En revanche, le président Salva Kiir n'ira pas en Éthiopie, a annoncé ce vendredi son porte-parole Ateni Wek. Mais le gouvernement sera tout de même représenté par son équipe de négociateurs. Mi-avril, la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, émanation de l'IGAD, s'était inquiétée des retards pris dans la mise en œuvre de cet accord signé en septembre à Addis Abeba par Salva Kiir et Riek Machar. Au terme de cet accord, un gouvernement transitoire d'union nationale doit être formé d'ici au 12 mai prochain, dans lequel Riek Machar occuperait de nouveau un poste de vice-président. Mais des questions sensibles, comme le cantonnement des groupes armés ou le nombre d'États régionaux, n'ont pas encore été réglées. Et Riek Machar a récemment demandé un report de 6 mois pour la formation du gouvernement d'union nationale, estimant que sa sécurité n'était pas garantie à Juba. Depuis la signature de l'accord de paix, les combats ont largement baissé en intensité,
mais n'ont pas complètement cessé. Il s'agissait d'un cyclone de catégorie 3 avec des vents de 160 km/h. Une personne a été tuée par la chute d'un cocotier à Pemba, la principale ville du nord et capitale de la province du Cabo Delgado, selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. Sur l'île d'Ibo, où vivent quelques 6000 habitants, 90% des maisons ont été détruites. En prévision de l'arrivée du cyclone, les habitants de cette île, prisée des touristes, se sont notamment réfugiés dans la forteresse d'Ibo. Le cyclone Kenneth s'est avéré moins violent qu'Idai, qui avait frappé le pays plus au sud au mois de mars dernier et qui était de catégorie 4. Des pluies sont prévues pour les 3 prochains jours dans la région. Les Nations Unies craignent des inondations et des glissements de terrain dans toute la province de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. C'est la deuxième fois en l'espace d'1 mois et demi que le Mozambique est frappé par un cyclone. Mi-mars, Idai avait noyé Beira, la deuxième ville du pays, puis poursuivi sa route meurtrière vers l'ouest et le Zimbabwe voisin. Son passage avait fait plus d'1 millier de morts et des centaines de milliers de sans-abri dans ces 2 pays. Il faut dire que la région frappée par Kenneth est nettement moins peuplée. Des soldats sri-lankais enquêtent après la mort de 15 personnes. Ces dernières ont été tuées lors d'un assaut des forces de sécurité du Sri Lanka contre des djihadistes présumés. Alors que militaires et policiers essayaient d'entrer dans ce qui était selon leur renseignement, une cache de l'organisation État islamique à Kalmounet, 3 hommes se sont fait exploser, tuant 3 femmes et 6 enfants. À ces morts s'ajoutent 3 autres hommes trouvés morts en dehors de la maison et soupçonnés d'avoir également été des kamikazes, a expliqué la police sri-lankaise. Selon un porte-parole de l'armée, Soumif Atapatu, l'assaut a donné lieu à plus d'1 heure d'échange de coups de feu. Puis une perquisition a permis de découvrir les corps. La police et l'armée sri-lankaise ont par ailleurs indiqué qu'un civil avait été victime de la fusillade. Les forces de l'ordre n'ont pas déploré de blessés. Ce vendredi, la police avait annoncé avoir saisi 150 bâtons de dynamite et un drapeau de l'État islamique lors d'une perquisition dans une ville voisine, Samanturai. C'est au même endroit qu'aurait été tournée la vidéo de revendication des attentats selon les enquêteurs. Ces attaques suicides qui ont visé des églises et des hôtels de luxe ont fait 253 morts. Le chef du groupe les ayant menés, Zaran Hashim, recherché partout depuis 5 jours, y avait en fait laissé la vie, avait annoncé les autorités sri-lankaises ce vendredi.